On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous posons la question, mais où est donc passé l'Apple TV? Toutes les réponses dans le sommaire. Tim Cook l'a promis, 2014 verra l'arrivée de nouvelles familles de produits. De son côté, Pascal Cany, l'ex-vice-président de la compagnie, l'a martelé dans cette émission, la télé d'Apple, ce serait pour 2014. Enfin, Bloomberg vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant la présentation, en avril prochain, d'une nouvelle version de l'Apple TV, le petit boîtier noir de la pomme. Bref, pour la télé, il va falloir encore attendre. Qui croire? Quelles sont les raisons qui font que les prototypes de télévision ne sortent pas des labos de Cupertino? Et enfin, quelles seraient les fonctionnalités majeures de la future Apple TV? Débat, on refait les Mac, épisode 160 sur la piste de l'Apple TV. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme chroniqueuse cette semaine Fanny Bouton de fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour Olivier, écoute, ça va. Petite semaine tranquille, j'ai fini mes vacances. Bien, tu t'es mis sur la piste de l'Apple TV cette semaine? Écoute, oui, je découvre surtout encore la première, moi, tu sais, je m'y suis mis très très tard. Bon. Mieux tard que jamais. Autre chroniqueur, un historique de Refait le Mac, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu dans cette émission, c'est bien sûr Emmanuel Paquette de l'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Ça va bien Emmanuel, c'est sympa de faire l'émission avec nous parce que tu es en vacances, mais tu restes en veille. Voilà, je suis rentré sur la piste de l'Apple TV. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Le serpent de mer, tu sais, dont on parle depuis longtemps. Et un serpent de mer, c'est le dada du chroniqueur star de cette émission, bien sûr, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Tu veux vraiment reparler de l'Apple TV? Ben oui, attends, tu nous en parles chaque semaine. Il n'y avait vraiment pas d'actualité cette semaine, mais c'est pas possible, je peux pas le croire. Tu avais glissé ça sous le tapis, mais là, il faut que ça revienne un petit peu. Non, mais moi j'ai la mienne à la maison, mais voilà. Alors, là, quand on parle de l'Apple TV, il ne s'agit pas uniquement du boîtier, mais évidemment de la télévision d'Apple. Hein. On a beaucoup parlé, hein, c'était un petit peu le testament de Steve Jobs, si on lisait la biographie de Walter Isaacson. Steve Jobs a annoncé l'arrivée prochaine d'une télé d'Apple, donc ça fait plus de presque 3 ans maintenant, on n'a vu rien venir. On essaie de comprendre pourquoi Apple aurait pris du retard s'il envisage vraiment de sortir une télé, et essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les hypothèses possibles et les scénarios possibles quant à l'arrivée d'une télé ou d'un boîtier multimédia d'Apple. En tout cas, Apple n'est pas resté les bras croisés. Il y a eu quand même quelques évolutions ces dernières années. Fanny, tu en parlais justement de l'Apple TV, le petit boîtier. Des nouveaux services sont arrivés, vous l'avez remarqué, de nouvelles chaînes, de nouveaux services de VOD, notamment en France avec Canal Play. La difficulté qui est souvent pointée du doigt, Emmanuel, pour expliquer le fait qu'Apple met du temps à proposer de nouveaux services, voire l'arrivée d'une télé d'Apple, c'est la négociation avec les chaînes de télévision, avec les grands studios qui serait compliquée. Quelle est vraiment la réalité? Qu'est-ce que tu as entendu de ton côté? Ce qu'on entend, c'est ce que tout le monde entend, c'est-à-dire que c'est compliqué de négocier avec les studios américains notamment, et puis les studios français, parce qu'il faut aussi avoir des contenus locaux. Avec les studios américains, il faut voir que leur intérêt, ils ont un double intérêt, c'est-à-dire de vendre des droits concernant des séries télé et des films pays par pays, et puis, si possible, des droits décorrélés entre les chaînes de télé, d'une part, qui font du broadcast, de la diffusion de masse, et puis après, des droits streaming, qui sont décorrélés de ceux des droits télé. Et donc, en fait, l'idée pour eux, c'est de saucissonner au maximum les droits pour les vendre de manière le plus nombreuse possible par pays, et puis par acteur, si possible, présent sur le marché. Comme ça, ils en tirent un maximum de revenus. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains acteurs qui, eux, voudraient avoir non seulement une diffusion mondiale, du type Netflix, Amazon aussi, et puis probablement Apple. Donc ça va un petit peu à contre-courant de ce que souhaitent les studios. Une seule négociation. Si possible, une seule négociation pour avoir les droits partout, et puis n'avoir que les droits streaming, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision, lorsqu'elles achètent une grande série américaine, ils demandent la diffusion certes télé, mais ils veulent aussi, si possible, avoir les droits streaming en parallèle. Donc on voit bien que les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts de part et d'autre de l'échiquier. Il y a quand même quelques évolutions, on l'a dit, qui sont arrivées. Bloomberg notamment est arrivé, Canal Play en France. C'est compliqué de négocier, mais selon Bloomberg justement,
Apple sortirait prochainement une nouvelle version de son Apple TV enrichie et aurait signé apparemment un accord avec Time Warner, le célèbre câble opérateur aux États-Unis. Donc il semblerait que les choses avancent doucement mais sûrement. Donc là, ce qu'on devrait voir arriver prochainement, ce ne serait pas une télévision, mais encore une évolution de ce boîtier multimédia. Ah oui, ce truc qui avait commencé comme un hobby, comme disait Steve Jobs, et qui finalement n'est plus un, parce que maintenant ils en vendent quand même quelques millions, et puis ils ont un vrai gros parc installé. C'est devenu une des forces de la VOD, en tout cas aux États-Unis. Ça marche moins bien chez nous. De toute façon, il suffit de voir comment il est placé dans les Apple Store. Va chercher une Apple TV à l'Apple Store d'Opéra. Alors, tu descends à la cave, au fond, dans le coin. Bon, bref. C'est pas la tête de gondole de ce qu'ils vendent chez nous, même si c'est quand même une petite machine assez intéressante, mais qui, de fait, et dont le succès est grévé par le fait qu'il leur faut des accords locaux. C'est très intéressant parce que si tu changes la langue de ton Apple TV, tu vas voir ce qui se passe. Si tu changes la localisation, si tu dis je suis à New York, par exemple, d'un coup, tu vas voir apparaître une foultitude de services dont tu n'avais pas idée. Hulu, Netflix, les trucs du baseball, de la NHL, etc. C'est merveilleux. Bon, évidemment, ça ne marche pas si tu es en France, sauf petite gymnastique qu'on pourrait expliquer. Mais voilà, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas un produit mondial. C'est pas comme un iPhone, bon, qui a quand même des adaptations locales, mais qui pourrait être un device vendu de la même façon, avec en tout cas les mêmes services, les mêmes applications. Là, si tu achètes une Apple TV dans un petit pays où Apple a pas, soit il n'y a pas d'offre de service, ou Apple n'a pas d'accord avec les acteurs locaux, bah ton Apple TV, elle ne te sert pas à grand-chose. Si elle te sert à accéder aux podcasts en haute définition, comme pour regarder On refait le Mac. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et notamment via YouTube plutôt que via iTunes, ça marche mieux et c'est en haute définition. Il se me murmure, Emmanuel, que le principal frein des chaînes de télévision, en dehors de ce que tu disais, à savoir la volonté de signer région par région les négociations avec Apple et les contrats de diffusion, ce serait qu'Apple serait très gourmand et ne demanderait notamment aux diffuseurs que les utilisateurs, les téléspectateurs qui voudraient se connecter par exemple en France à l'application Canal+, si elle arrivait un jour sur l'Apple TV, se connectent avec le compte l'ID Apple et non pas l'ID de Canal+. Là, quand on voit aujourd'hui ce qui fait le succès de Netflix, qui est quand même le service qui fonctionne le plus au niveau de la vidéo à la demande par abonnement, puisqu'il y a 44 millions d'abonnés dans le monde aujourd'hui, grosso modo 33 aux États-Unis, 11 à l'extérieur, 10,9 et exactement 10,9 millions de foyers en dehors des États-Unis. Il faut savoir ce qui fait la force de Netflix. Une des forces, en tout cas, c'est son algorithme de recommandation. L'algorithme de recommandation te pousse en avant ce qu'il y a dans le catalogue de Netflix, parce que forcément, ils vont pas te mettre en avant ce qu'ils n'ont pas. Et donc, se base sur tes goûts, sur ce que tu as regardé précédemment et sur ce que les autres ont regardé précédemment, qui peut être similaire à tes goûts, pour te faire découvrir de nouvelles séries et te faire consommer de plus en plus de séries et t'en faire découvrir des nouvelles auxquelles tu n'avais même pas pensé. Donc, il y a un algorithme qui s'appelle Pragmatic Chaos, qui a été développé par Netflix. Pour ça, il faut savoir exactement ce que le consommateur consomme pour le pousser encore plus à la consommation. Donc, Apple, de ce point de vue-là, a intérêt à conserver le plus possible de données clients pour savoir ce qu'ils regardent, quand, comment, et en fonction de quel type de profil. C'est-à-dire que dans un foyer, contrairement à l'iPhone qui est supposé n'appartenir qu'à son possesseur, là, en l'occurrence, la télévision, elle est dans le salon, elle peut être partagée par ses enfants, de qui est connu par sa femme, et puis peut-être des invités de temps en temps. Donc, on peut différencier les profils américaines, c'est d'avoir un profilage très ciblé sur le profil d'une personne, et puis pour avoir les goûts, les tendances, etc. Donc ça permet non seulement de mettre en avant du fond de catalogue qu'on n'utilise pas nécessairement, que Netflix n'utilise pas nécessairement, donc de le mettre un petit peu au goût du jour en poussant en avant ce fond de catalogue, et puis d'autre part de déterminer beaucoup plus les goûts pour essayer aussi de faire de la production, puisque Netflix se lance dans la production de séries télé, et de ce point de vue-là, en se basant sur les analyses de goût qu'ils peuvent avoir dans leur petite besace. Donc de ce point de vue-là, iTunes, Apple, à mon avis, veut à peu près la même chose, c'est-à-dire connaître le goût de chacun pour pouvoir monétiser ça le mieux possible sur sa plateforme, et pas laisser la main aux éditeurs. Oui, mais encore une fois, tu peux imaginer, puisqu'ils le font pour iTunes, que tu télécharges l'application Canal, HBO ou DirecTV aux États-Unis avec ton compte iTunes et que tu utilises derrière ton compte de l'opérateur, de diffuseur pour faire fonctionner l'application. Donc, je pense qu'ils peuvent réunir le meilleur des deux mondes puisqu'ils le font pour l'iPad. Tu parlais de Netflix, c'est un peu l'épouvantail aujourd'hui du marché et on se demande même si Apple n'a pas pris beaucoup de retard par rapport à l'offre de Netflix aux États-Unis. C'est une offre, Cédric, aux États-Unis qui a connu un immense succès parce qu'elle est vraiment pas chère, c'est moins de $10, c'est ça, et on a accès.
C'est 8 $. Netflix, ils avaient commencé en faisant du DVD par courrier. C'est-à-dire que tu disais, pour 10 $ par mois, tu avais accès à X DVD, enfin c'était un peu compliqué. Et puis ils sont mis à faire du streaming, mais en parallèle. Il y avait des films que tu pouvais avoir en streaming et d'autres en DVD. Maintenant, l'essentiel de leur activité, c'est du streaming. Ils ont même baissé les prix si tu ne veux que le streaming. C'est 8 $ par mois. Ouais. T'imagines 8 $ par mois, ça fait 5 € et des. Dans le voisinage de ce studio, on doit serrer un petit peu les fesses en ce moment. Bah ouais, parce que évidemment, ça fait pour à peine plus de 5 € par mois, même si c'était 8 € ou 9,99 chez nous. Si je te disais que tu as accès à un catalogue de quelques milliers de films, voire dizaines de milliers de documentaires et surtout les séries, au début, ils étaient très films. Hein. Et puis les séries ont commencé à arriver, ils ont vu le succès que ça avait et la consommation différenciée qu'il y avait par rapport à ce qui existait à la télé et sur les services existants. Ouais, bien sûr, c'est un carton d'enfer. Et j'ai envie de dire que l'Apple TV, même quand on est ici, même quand on est en France, est quand même le meilleur appareil pour regarder du Netflix. Oui, effectivement, l'une des applications stars de l'Apple TV, effectivement, lorsque Steve Jobs a présenté la version 2, la petite version noire, le petit boîtier noir, qui est apparu après la toute première qui était équipée d'un disque dur, c'était effectivement la fonction qui tue, c'était la compatibilité avec Netflix. Et Netflix a contribué beaucoup à vendre pas mal d'Apple TV. Tu disais qu'elle ne s'est pas si bien vendue. Ils en ont vendu près de 13 millions d'Apple TV. C'est le seul chiffre qu'a communiqué Tim Cook l'an passé lors de la conférence d'E10, la conférence du Wall Street Journal, de All Things Digital. 13 millions depuis la création, et c'était donc en avril 2013. Et sur les 13 millions, ils ont vendu la moitié en 2012. Ça vous donne l'idée du potentiel de ce boîtier multimédia qui était, Cédric vous le disait, un hobby au départ. C'est plus vraiment un hobby, on l'a vu. Aujourd'hui, il y a carrément un rayonnage, une catégorie qui lui est réservée sur l'App Store, sur le store d'Apple. Ce n'est plus mélangé avec les iPods. C'est la preuve, en tout cas, qu'Apple nous prépare quelque chose. On parlait effectivement de Netflix. Netflix a pris beaucoup d'avance sur Apple. On se demande si on pourra les rattraper. Et pour les rattraper, Emmanuel, tu me disais en préparant cette émission, il manque quelque chose de crucial qui peut expliquer pourquoi Apple n'a pas encore sorti sa télé. C'est le réseau. Oui, en fait, il y a deux choses. Parce que ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, c'est ce qui a fait le succès de Netflix, en tout cas aux États-Unis, c'est les consoles de jeux vidéo. C'est comme ça qu'ils sont rentrés sur les chaînes de télé, enfin sur le poste de télévision. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le poste de télévision, il est contrôlé par les câbles opérateurs et par les box des câbles opérateurs. C'est un peu comme nos fournisseurs d'accès Internet en France. Ils vous donnent la box, puis de l'autre côté, vous vous abonnez. Alors, il faut savoir aussi que un abonnement à un câble opérateur aux États-Unis, si tu veux le triple play, ça vaut pas loin de $100 minimum, quoi. Hein. Donc après, il faut rajouter des télévisions payantes, etc. Donc, on voit que si Netflix arrive avec $8, tu fais la différence entre 100 et 8, tu vois assez bien où est ton intérêt, quoi. Donc, les gens ont tendance à basculer plus facilement parce que ils font énormément d'économies par rapport à un triple play de câble opérateur. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour rentrer via les box, ils ont utilisé la PlayStation 3 de Sony, la Xbox 360 de Microsoft. Et alors, les derniers chiffres qu'on avait, c'était que la PlayStation 3, en réalité, était la première Apple TV, si tu veux, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 33-34% des gens qui sont chez Netflix aux États-Unis, donc c'est-à-dire 33 millions de personnes, utilisent une PlayStation 3 pour se connecter. Donc ça veut dire que la PlayStation 3 aujourd'hui est le boîtier. Déjà, les gens la payent, donc ça c'est super parce que aujourd'hui les câbles opérateurs ils sont obligés de payer la box et de te la mettre gratuitement chez toi. Donc pour eux il faut amortir cette box pendant 4-5 ans. Là c'est toi qui payes la box toi-même. Donc ça c'est super pour Netflix. Et puis Netflix est embarqué dedans, donc Sony en fait a été le cheval de Troie de Netflix sur le marché américain. En France, en tout cas en Europe, on va attendre de voir ce qui se passe. En l'occurrence, c'est plus les fournisseurs d'accès. C'est ce qui s'est passé avec Virgin Media en Angleterre, par exemple. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais sur Apple, donc il manque le point d'entrée. Aujourd'hui, c'est son Apple TV. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Et puis le réseau, parce qu'il faut une infrastructure qui supporte la charge. Et aujourd'hui, Apple, enfin, je suppose que tout le monde a eu ce problème-là, même en France, quand on veut mettre à jour ses applications, quand on veut streamer des contenus sur son iPad, même des vidéos sur iTunes, etc., généralement, ça rame un petit peu, surtout quand on est chez Free. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont chez Free. Et donc, du coup, ça pose des vrais problèmes, puisque là, c'est encore des fichiers qui sont relativement simples à manier, pas très très lourds, mais si demain, c'est de la haute def, des films en haute def sur un grand écran, voire en 3D, voire peut-être du 4K, puisque Netflix a annoncé du 4K sur le marché américain. Là, il faut non seulement des tuyaux, mais apporter au plus près de l'utilisateur le contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle des CDN, des Content Delivery Networks. Le gros CDN aujourd'hui au niveau mondial, c'est Akamai. Un autre, c'est Level 3. Donc, les deux, Akamai et Level 3, sont de gros partenaires aujourd'hui d'Apple. Et ce qu'a annoncé le Wall Street Journal récemment, ça fait à peu près maintenant un an, depuis juin 2013, qu'Apple serait en train de constituer son propre
Content Delivery Network, donc pour rapprocher au plus près des utilisateurs d'Apple tous les contenus qu'on télécharge. Donc ça peut être les apps, ça peut être aussi la musique, ça peut être les films, donc ça peut être pour l'écosystème iCloud existant aujourd'hui, et puis ça peut être aussi pour préparer l'arrivée d'une Apple TV. Tu l'évoquais, Emmanuel, selon le Wall Street Journal, Apple serait en train de construire dans le plus grand secret donc, à son propre réseau CDN, donc pour pouvoir apporter au plus près ses films, ses vidéos. Encore une fois, si demain Apple commercialise soit une nouvelle génération de boîtiers, soit une télévision d'Apple, c'est une télévision, moi, que je conçois plutôt qui fonctionnera avant tout par le réseau et non pas par l'antenne hertzienne ou la DSL au sens d'une box ADSL. Donc il faut amener les programmes et pour ça, il faut des serveurs au plus près des opérateurs. On sait que, tu parlais de Free notamment, on a vu entre Free et Google, c'est un petit peu la guerre, parce que c'est vrai que YouTube prend beaucoup de bande passante chez Free. Alors imaginez Netflix aux États-Unis, entre 20h et 23h, à l'heure où les gens se connectent pour regarder des films ou des séries, c'est 30% de la bande passante aux États-Unis. Donc effectivement, là, on voit l'importance, Cédric, d'avoir son propre réseau, son CDN, pour amener au plus près les programmes et les diffuser dans une qualité, surtout que voilà, il y a de plus en plus besoin de puissance, de bande passante importante, parce que les gens veulent de la HD, voire demain de la 4K. C'est pas tant un réseau, parce que c'est pas beaucoup de contenu live. Ce que tu as envie, c'est d'avoir justement un CDN à la Akamai, c'est-à-dire de pouvoir répliquer tes contenus, tes fichiers, au plus près de l'utilisateur, en clair, mettre des serveurs Akamai, aujourd'hui, Apple paye pour l'utiliser, ça coûte très cher. Ah mais bien sûr, ça coûte horriblement cher, donc le but c'est d'avoir son CDN. Mais le problème, c'est qu'Apple, ils sont dans une position absolument intenable, pour plein de raisons. C'est qu'évidemment, quand tu t'appelles Apple et que tu vas voir les chaînes de télé ou les producteurs, on te dit « Asseyez-vous là, oui, on va vous écouter, oui, merci monsieur, sortez. » Et quand tu vas voir les opérateurs de télécom, on te dit « Monsieur Apple, mais bien sûr, vous voulez un café pour monsieur Apple, s'il vous plaît. » Et là, on te demande évidemment « Vous voulez mettre vos serveurs chez nous ?»« Ah oui, mais vous savez, moi j'ai mes propres services de VOD, donc ça va poser un problème. » T'as l'impression de parler au parrain, quoi. Et donc, en gros, tout le monde les attend avec le shotgun à la main, parce qu'évidemment, c'est genre « Ah oui, vous voulez mes contenus pour arriver à tuer mon business à moi et faire du... » Ah, bien sûr. Et je crois que c'est ça le problème, parce que ça fait des années maintenant. Ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 5 ans, moi, que j'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. L'ours étant un prototype de télé faite par ou avec Apple. Et que ça ne sort pas. Et on se dit, c'est quoi les freins ? Les freins, ils sont pas technologiques. S'il fallait faire une télé, ils auraient fait une télé. En tout cas, au moment où on en parlait au début, le problème, c'est que le marché a évolué et que ce qu'ils veulent faire avec la télé, c'est-à-dire accompagner ce que les Américains appellent les cord cutters, c'est-à-dire les gens qui arrêtent de payer $160 pour un abonnement au câble, bah, c'est de moins en moins possible parce que là où il y a 4 ou 5 ans, un peu comme Netflix, les opérateurs les auraient pas vraiment vu venir. Netflix, au début, c'était un truc, les producteurs leur vendaient des droits de streaming parce qu'il n'y avait pas de marché pour le streaming. On vendait du DVD, on vendait du Blu-ray, on vendait aux chaînes de télé, c'était ça leur business. Donc tout à coup, on leur rajoutait quelques pourcents de queue de business sur des trucs qu'ils avaient déjà vendus partout. Ils trouvaient ça génial. Évidemment, aujourd'hui, tout à coup, les droits streaming, c'est en train de devenir stratégique. C'est pour ça que Netflix fait ses propres contenus. Donc faire la même chose aujourd'hui, eh ben, c'est vachement plus compliqué. Et j'ai envie de dire, ça facilite pas la vie d'être Apple. C'est même plus compliqué que ça parce que on sait que tu viens pas là pour... c'est pas un hobby. Tu viens pas là pour faire un petit milliard de plus, tu viens là pour créer un vrai nouveau business qui va s'attaquer à des business existants et qui va poser problème aux opérateurs qui ont leurs propres offres. Alors Netflix pèse tellement aujourd'hui, du petit poussé en quelques années, c'est devenu vraiment un géant qui pèse très lourd, notamment pour les opérateurs aux États-Unis, pour véhiculer le flux de Netflix. Et d'ailleurs, ils ont été contraints, Emmanuel, Netflix, de payer, de mettre la main à la poche pour avoir une garantie de débit, notamment avec Comcast aux États-Unis. Netflix a son propre CDN qui s'appelle Open Connect, qui a été déployé depuis 2012 aux États-Unis. Et en fait, Open Connect doit être déployé chez les opérateurs. Donc Netflix a été voir Comcast, a été voir Time Warner, Cable, Charter Communication. Tous nous ont dit non. Non, parce qu'on a notre propre CDN. Donc nous, on a le nôtre, donc pour nos propres services. Et puis on le monétise. On le monétise, déjà, d'une part, c'est ce que disait Cédric. Et d'autre part, si on le fait avec toi, Netflix, on sera demain obligé de le faire peut-être pour Google, pour Amazon, pour tous les acteurs existants qui ont de gros besoins en capacité, des Facebook par exemple, qui commencent à avoir de plus en plus de besoins de bande passante. Donc ils veulent pas créer de précédent.
Donc la seule manière de faire, c'est de contractualiser ça et de mettre en place donc de signer des accords. C'est ce que vient de faire Comcast avec Netflix cette semaine. Verizon a dit qu'ils étaient en négociation pour le faire également, et AT&T aussi. Donc on voit qu'il faut mettre la main au portefeuille et commencer à aligner un petit peu d'argent auprès des opérateurs pour être sûr que l'utilisateur de l'autre côté puisse recevoir dans en bonne qualité, donc des contenus streamés par Netflix. Jusqu'à maintenant, ce que faisait Netflix, c'était un truc un peu sioux, un peu ce que a fait par le passé Google. Apple, à ma connaissance, n'a jamais fait ça, mais peut-être je me trompe. C'est en gros de prendre un peu l'utilisateur en otage. C'est-à-dire, quand tu voulais t'abonner chez Netflix, on te disait « Ah, est-ce que ton fournisseur d'accès est connecté sur OpenConnect ?» Et donc, tu faisais un test. Netflix te disait « Non, il n'est pas connecté. » Donc, soit tu fais une lettre recommandée à ton fournisseur d'accès en lui disant de se connecter, sinon tu te barres. D'accord. Et ça, sinon tu te barres et tu vas chez un autre opérateur qui lui est connecté à OpenConnect. Ouais. Aujourd'hui, le seul problème, c'est qu'il y a que des tout petits câbles opérateurs qui sont connectés à OpenConnect et pas les gros. Donc vous l'aurez compris, il faut du temps à Apple pour négocier les droits avec les opérateurs. Il faut un réseau, il faut des CDN, comme l'a décrit si habilement Emmanuel, pour permettre à Apple d'apporter et d'avoir des gros tuyaux pour nous apporter de la HD un peu partout en France. On a des pistes sur l'arrivée prochaine, en tout cas, de cet épouvantail Netflix, de l'arrivée en France de Netflix prochainement, Emmanuel. C'est dans l'air du temps, apparemment. Ah oui, il y a eu des rencontres avec les fournisseurs d'accès français, oui, pour mettre en place des partenariats, savoir quel fournisseur d'accès va les faire rentrer sur le marché français. Pour Netflix, l'intérêt, c'est d'aller chez le plus gros, hein, Orange, avec un peu plus de 10 millions d'abonnés, forcément, avec un réseau qui tient la charge. Donc, ça semble être le prétendant le plus intéressant du côté en tout cas de Netflix. Du côté d'Orange également, parce que Orange, il faut qu'ils sont en pleine guerre des box et du prix aujourd'hui qui est en train de baisser à 19,99 avec l'offensive de Bouygues Telecom. Donc ça permet d'ajouter des services pour essayer de remonter ce qu'on appelle l'ARPU, le revenu moyen par abonné, pour faire en sorte qu'il s'aplatisse pas comme une crêpe et essayer de le faire gonfler un peu comme un soufflet avec de nouveaux services de ce type-là. Donc, de toute façon, les deux prétendants semblent les plus probables. Donc, c'est Orange et puis Free de l'autre côté qui a un peu plus de 5 millions d'abonnés, parce que Free, ils ont tout à gagner à faire entrer Netflix sur sa box. Ils ont des profils assez similaires, hein, c'est-à-dire foutre le bordel dans le marché. Donc, ça serait plutôt cohérent. On dit le trublion, monsieur Paquette. On dit le trublion. Pardon, les trublions. Ouais. Mais, donc le CDN, il serait chez Orange et les serveurs, ils seraient chez Orange et chez Free. Concrètement, ça devrait arriver quand en France, raisonnablement, d'ici la fin de l'année? On parle de la rentrée, voire du printemps? Non. Oui, c'est automne, oui, c'est ce qu'on entend, oui. Bon, on va voir. Donc, on voit les franco-français qui ne veulent pas se taper des films en VO et qui veulent l'avoir en version française, donc n'auront pas très longtemps à entendre. La question de savoir s'il y a encore la place pour Apple sur le marché, on vous a bien compris qu'ils ont pris du retard. Malgré tout, Tim Cook a promis beaucoup de nouveautés cette année. Et si on en croit Bloomberg, il devrait y avoir une nouvelle génération d'Apple TV, en tout cas le boîtier, au mois de mars, voire au mois d'avril. Quelles seraient les avancées, du moins en tant qu'utilisateur, qu'on espérerait avoir arrivé? Cédric, si on dresse la liste, le portrait, la checklist de ce qui manque aujourd'hui sur l'Apple TV, la première des choses qu'on avait vues, je me demande même si on n'était pas ensemble à Londres lors de la présentation de cette Apple TV par Steve Jobs dans son temps, on a vu arriver une Apple TV avec un iOS intégré. C'est le même système que l'iPad et l'iPhone dans l'Apple TV aujourd'hui. On s'est dit, mais alors, quand est-ce que va arriver un App Store? Et il n'est jamais arrivé. Jamais. Est-ce que tu penses que ce serait la suite logique? Ce serait le déclencheur de la nouvelle génération, parce que pour l'instant, les mises à jour d'Apple TV, elles sont d'abord dans le cambouis, c'est-à-dire je te mets un processeur plus rapide, tout ça, etc. Et puis un petit peu dans l'interface, il y a encore une mise à jour assez récente. Mais évidemment, là, ouvrir un App Store signifierait une vraie nouvelle génération, enfin une nouvelle vague de contenu et d'applications, parce qu'on peut penser aux jeux vidéo, on va finir quand même par avoir à l'intérieur des processeurs qui seront largement assez rapides pour faire tourner des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Et puis, ça ouvrirait plein de choses pour les gens qui n'ont pas de télé connectée ou qui ouvriraient, pour le coup, à des développeurs d'applications, un parc de machines installées qui commence à être vraiment intéressant. La piste de ce store dédié à l'Apple TV, c'est une piste retenue par Bloomberg et notamment par le 9to5 Mac, qui lui pense qu'Apple proposerait des jeux et pourrait transformer son petit boîtier en une console de jeu. Tu y crois, toi, Fanny, à une console de jeu Apple TV? La manette serait évidemment alors un iPad ou un iPhone. Écoute, je pense que c'est pas bête du tout, vu le marché du jeu vidéo, comment ça évolue, et vu tout ce qu'on voit arriver.
Et je pense que c'est un bon moyen de ramener justement sur la télé ce qu'ils ont dans leur smartphone et dans leur tablette. Après, je ne sais pas si ça va faire exploser, si ça suffira à lancer cet Apple TV. Après tout, c'est pas si bête, Emmanuel, puisqu'après tout, regarde, si tu regardes la Wii U, qui n'est pas forcément un immense succès, c'est vrai, elle utilise l'équivalent d'une tablette comme manette de jeu. Et au-delà, il y a aussi aujourd'hui un énorme écosystème de jeux sur iOS. Et quelque chose me dit que le portage d'un jeu pour iPad ou pour iPhone sur un écran de télé, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Non, probablement pas. Puis en plus, il y a eu des rumeurs de recrutement de développeurs de jeux vidéo directement chez Apple récemment, à Cupertino. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les consoles de jeux elles-mêmes sont en train de se rapprocher vraiment d'une interface à la Apple, puisque je ne sais pas si vous avez testé la Xbox One ou la PlayStation 4. Sur la PlayStation 4, aujourd'hui, vous lancez un jeu, ça s'appelle une application. Quand vous quittez une application, ça s'appelle plus un jeu vidéo. Et puis dans la PlayStation 4, vous avez Game One, la chaîne de télévision à la demande. Vous avez Paramount TV, donc ils commencent à mettre des contenus vidéo. Donc on voit bien que les box de jeux sont en train de se rapprocher vraiment de box multimédia avec du jeu vidéo, avec des films. Et puis de l'autre côté, l'Apple TV qui elle essaye de devenir une console de jeu. Donc les deux mondes font forcément à un moment donné se croiser, voire se taper dessus. Ouais. Et au-delà, Emmanuel, quand on parlait d'App Store, de la nécessité d'un store sur l'Apple TV avec Cédric, aujourd'hui la plupart des télévisions connectées du marché proposent leur propre store. Donc ce serait assez logique qu'Apple y aille aussi. Oui, alors le problème c'est que côté puissance, c'est pas toujours ça, parce que faut un processeur graphique, etc. Donc les téléviseurs aujourd'hui n'ont pas nécessairement ça dans la configuration de base. Donc certes, il y a des jeux. Et puis après, la question est de savoir où sera l'intelligence du jeu. C'est-à-dire, est-ce que le jeu sera dans la télévision, comme on l'a aujourd'hui sur une console de jeu, il est essentiellement sur un DVD Blu-ray, ou est-ce qu'il sera dans le réseau? Et à ce moment-là, on appellera le jeu en partie sur le réseau. Donc, ce qu'on appelle le cloud gaming, le jeu en réseau. Donc, dans quelle direction va se situer le marché? Pour l'instant, on ne sait toujours pas vraiment. Même Sony, qui aujourd'hui s'adosse aussi à un système de cloud gaming, propose les deux, c'est-à-dire soit l'achat de DVD Blu-ray qu'on met, et puis là, on utilise la puissance de la console en local chez soi, soit on appelle des jeux sur un serveur distant. Donc on ne sait pas trop ce vers quoi on s'oriente. Oui, Fanny. Non, et puis tous les jeux, on voit que justement des gros hits qui étaient sur smartphone, comme Plants vs Zombies ou Angry Birds, ont été portés par des groupes comme Activision sur console de jeu, comme des PlayStation, justement. Donc voilà, tu sens que ça merge et que il y a des choses qui se passent, c'est évident. Je crois qu'on avait une question Twitter par rapport justement à l'environnement des télévisions connectées par rapport à Apple, Fanny. Oui, justement, on nous demandait si, justement, avec LG qui a intégré WebOS ou justement Google avec le Chromecast à seulement $35, ça arrivait pas un peu tard, l'Apple TV, comment ils allaient justement rattraper tout ça? C'est intéressant parce qu'on voit que les télés sont en plus de plus en plus puissantes pour arriver à supporter des interfaces de plus en plus riches et puis riches en animation. On l'a vu de fait, il disait avec les dernières télé LG qui intègrent WebOS, qui ont une jolie animation à l'écran. Et c'est quelque chose qui va se poser de plus en plus. On a vu arriver au cœur des tablettes et des smartphones des processeurs assez puissants pour faire tourner du vrai jeu en vraie bonne grosse résolution. Moi, c'est une question que j'avais posée à Andrew House, le patron de PlayStation à Tokyo. Je lui ai dit, mais là vous sortez la PlayStation 4, c'est bien, mais est-ce que c'est pas la dernière console que vous allez sortir? Parce que la puissance d'une PlayStation 4, à la fin du cycle de la console, c'est-à-dire dans 7 ans, 5 ans, 7 ans, 5, 6, 7, 8 ans, ce sera une puissance triviale à intégrer dans un téléviseur. C'est un peu comme un Raspberry Pi aujourd'hui, c'est plonk, aïe, tu as un bon gros processeur. Ça vaut plus rien surtout. Pardon? Mais ça vaut plus rien. Et ça vaudra plus rien, ce sera de toute façon plus un problème. Donc, est-ce qu'on aura encore envie d'acheter à côté une boîte dédiée pour faire du jeu? C'est la question qu'on se pose, c'est la question qui nous ramène à la télé d'Apple. C'est exactement le même problème. C'est exactement la même chose. Alors, il y a d'autres questions, il y a d'autres choses. Si on parle vraiment d'un téléviseur signé Apple, de l'éventualité d'un téléviseur signé Apple, dont, là encore, on va se dire les choses clairement, elle existe, cette télé. Oui, elle existe. Elle sort du labo, mais elle existe. Je pense qu'il y en a eu une trentaine d'itérations à l'intérieur d'Apple depuis le début du projet. Certains ont même vu des cartons.
Souvenez-vous au moment de la sortie de la bio de Steve Jobs où tout à coup l'auteur a dit oui, je savais plein de choses sur la télé, mais j'ai promis de rien dire en attendant sa sortie. On attend la suite toujours. Hein. Voilà, c'est ça. De ce bouquin, mais bon. Voilà, donc on sait que ça existe. Qu'est-ce qui les empêche de le sortir? On a parlé du modèle économique, de ce qu'ils voulaient faire en termes de contenu et pas juste en termes de téléviseur. L'autre problème, c'est que depuis qu'ils se sont attelés à ce projet, la télé en général, elle a beaucoup évolué. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas fabricants de télévision. Donc en clair, s'ils font une télé aujourd'hui, ce ne sera pas la même qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, il faudrait qu'elle soit 4K. Aujourd'hui, idéalement, si elle veut être haut de gamme, il faudrait qu'elle ait un écran courbe, etc. Toutes ces choses qu'ils ne maîtrisent pas en termes de technologie pure. En clair, s'ils veulent se fournir ce genre de choses, il va falloir qu'ils aillent chez leurs meilleurs ennemis, c'est-à-dire chez les Coréens, Samsung, LG, peut-être un petit peu chez Sony, mais je le vois moins. Chez Sharp. Sharp évidemment, mais on sait qu'ils ont investi chez Sharp, mais on commence à comprendre que c'était probablement surtout pour des écrans pour les tablettes et les smartphones. Ouais. Bref, il leur manque des briques technologiques. Ça n'a aucun intérêt pour Apple de sortir une télé si c'est pour qu'on dise « Ah, elle est presque aussi bien que la dernière Samsung ». C'est absolument, ce serait invivable pour eux. On sait que la spécialité d'Apple, ça reste, pour faire l'avocat du diable, ça reste quand même, sa spécialité, c'est l'ergonomie, c'est les interfaces utilisateurs, il y a un vrai savoir-faire. On sait qu'aujourd'hui, et là je me tourne vers Emmanuel, les télévisions connectées n'offrent pas forcément cette interactivité-là et cette simplicité d'usage qu'on peut avoir de manière naturelle aujourd'hui avec un iPad ou un iPhone. Et là, Apple a un vrai savoir-faire. Mais effectivement, il y a tellement de facteurs, et on essaie de le résumer ce soir, qui expliquent que voilà, il faut les réunir. Une fois que toutes les planètes sont alignées, on pourra sortir soit une nouvelle génération de boîtiers, soit une nouvelle télé. Ça prend du temps. Concrètement, juste une question, et après on reviendra à Fanny. Emmanuel, aujourd'hui, est-ce qu'on a des études qui nous permettent de savoir si les télévisions connectées qui sont vendues par Sony ou Samsung sont véritablement connectées et branchées sur un réseau? Bah oui, il y a des chiffres qui sont sortis. Hein. Je crois que c'était moins de 20% des télés dites connectables sont en réalité connectées par l'utilisateur. Ouais. Beaucoup d'utilisateurs ont un téléviseur connectable et en fait ne le connectent pas. Alors soit c'est un flop, soit ça veut dire aussi que dans certains pays comme la France, on a aussi des box qui font qu'une box reliée à un téléviseur non connectable en fait un téléviseur connecté en réalité, puisque aujourd'hui les box de dernière génération permettent de faire du jeu vidéo. On en a peu parlé, mais SFR, Bouygues, Orange et Free proposent tous du jeu vidéo sur leur box aujourd'hui. Hein. Ça reste timide quand même. C'est pas super. Ouais. Et puis on est plutôt à du niveau de PlayStation 2. Au niveau graphique, etc. Voire eux disent 3, enfin bon, ça se discute, hein, mais donc il y a ça, ils ont de la vidéo à la demande, donc il y a une voie de retour possible, on peut chatter, on peut discuter, donc de fait aujourd'hui tous ceux qui ont de la DSL et qui ont une box chez eux ont un téléviseur connecté. Il y a une chose sur laquelle les box sont extrêmement fortes en France, c'est le replay. Et ça, si tu cherches un carton d'usage en France, c'est clair. C'est pour ça que Netflix a besoin d'être. Tu veux revoir The Voice de samedi, c'est un super argument quasiment quelle que soit ta box. Je réfléchis à haute voix parce qu'on les a tout au bureau. Tu vas pouvoir revoir The Voice et même maintenant dans de très belles conditions. Et ça marche pour l'essentiel des chaînes. Les chaînes ont compris au début, elles y allaient un peu reculant en disant non, on peut faire ça sur le web. Mais non, l'usage c'est vraiment de revoir ça dans sa télé. Et ça, c'est un carton. Il a même fallu que certaines chaînes, je sais qu'M6 l'avait fait à un moment, limite ce que tu pouvais faire en termes de prime time parce que ça pouvait leur grignoter de l'audience sur ce qui pour le coup était le cœur de leur business. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on est très fort et d'ailleurs même les constructeurs de télé, je pense à Samsung, font leur propre replay dans leur propre interface. Ouais. Mais voilà, le premier réflexe, et c'est bizarre parce que c'est le contraire de ce que disait Steve Jobs. Jobs, quand on lui posait la question d'un téléviseur, il répondait à côté, il disait bon, l'Apple TV c'est bien, mais c'est pas la solution. Parce que le problème, c'est quand tu es extérieur 1, extérieur 2, extérieur 3, c'est pas toi qui maîtrise l'expérience de l'utilisateur. Pour ça, en gros, il faut être la télé. Fanny, tu avais, je crois, une question, rebondir sur la question précédente. Oui, justement, la question c'était, avec tout l'argent qu'Apple a à disposition, pourquoi est-ce qu'ils ne rachèteraient pas une marque de télé? On sait qu'il y a certaines marques qui vont plutôt mal ou qui ont du mal à se vendre toutes seules parce que les télés évoluent et qu'Internet a bouffé les parts de marché de la télé. Est-ce que Apple aurait les moyens et ce serait dans son intérêt d'acheter une marque de télé? Cédric Emmanuel. Alors ils peuvent racheter un Sony, ça va leur coûter a priori un WhatsApp en gros. C'est la valorisation de Sony à New York. Mais donc pourquoi pas. En plus 50 salariés, c'est ça bouclerait la boucle quand on connaissait la vénération que Jobs avait pour Sony depuis le début. Ouais. Donc pourquoi pas, même si c'est pas dans la culture d'Apple d'arracher une entreprise qui a une forte notoriété, une forte marque. C'est plutôt des services. C'est plutôt pour intégrer. On voit pas comment on peut intégrer Sony. Et puis non, il faut être sérieux. L'autre
problème qui fait que Apple n'a pas intérêt à lancer une télé aujourd'hui, c'est que les chiffres de vente de télé sont en baisse. C'est-à-dire que les rounds d'équipement des gens, ils sont faits. Les gens aujourd'hui, ils ont une belle télé HD à la maison. Il y en a plein, ça fait de la 3D. Il faut la fonction qui tue et aujourd'hui personne ne l'a apporté. Mais ça peut être les programmes. Et là, Netflix a joué un rôle formidable aux États-Unis notamment. C'est très bien, mais c'est pas ça. Mais c'est là où peut-être Apple a quelque chose à dire. Oui, mais... et tant qu'ils n'auront pas cette fonction qui tue, essayons de les aider. Ça peut être quoi la nouvelle fonction qui tue une télé que tu n'as jamais... On va y venir. Fort bien. Chapitre suivant. En 2 mots, Emmanuel, sur le rachat possible d'une entreprise, on sait que par exemple Lowe, pour la marque allemande et européenne, qui a quelques difficultés aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'acquisition d'un fournisseur de télé européen qui fait du très haut de gamme, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez Lowe. Non, Lowe. L-O-E-W, voilà. allemand. Lowe, ça. Voilà, c'est ça, exactement. Rumeur, ils ont été obligés de démentir d'ailleurs, hein, mais je crois que c'est Apple qui a fait démentir ou je crois que c'est les deux. Les deux, ouais, je crois qu'il y a eu un double démenti. Ouais. Donc c'est sûr que des rumeurs comme ça, il y a eu Sharp dont on a parlé précédemment qui allait très mal, effectivement à un moment donné aussi. Donc oui, cette rumeur-là revient. Il y en a eu beaucoup. On parlait des CDN. Il y a aussi eu des rumeurs de rachat d'Akamai par Apple à un moment donné. Apple qui était actionnaire d'Akamai pendant longtemps. En plus, ce serait. Exactement. Il y a eu des rumeurs aussi. Fini par vendre leur part. Enfin, passons. Exactement. Il y a eu des rumeurs sur Sonos. Comme quoi Apple pourrait racheter Sonos. Des rumeurs de Apple rachetant des grosses sociétés. On a la réponse. Touchant de près ou de loin. C'est pas gagné. Voilà, donc c'est pas gagné, voilà, exactement. Ouais. On essaie d'avancer donc sur ce qui manque aujourd'hui, ce qui pourrait arriver dans les prochaines générations d'Apple TV. Voir la télé, on sait que une grosse annonce qu'avait fait Apple il y a quelques semaines, quelques mois, c'était le rachat de PrimeSense, la start-up israélienne qui est à l'origine de Kinect dans la Xbox. Alors est-ce qu'on pourrait voir arriver un équivalent, Cédric, de Kinect sur l'Apple TV pour pouvoir manipuler sa mini-console ou son boîtier multimédia à l'instar de la Xbox One, qui fait très bien ça aujourd'hui, de Microsoft. Pour moi, Kinect ou un truc équivalent n'a pas de sens sur un simple boîtier. D'abord parce que ça voudrait dire qu'il faut que le boîtier, tu l'aies devant toi, qu'il soit visible. Ils peuvent avoir acheté PrimeSense pour faire plein de choses, parce qu'il ne faut pas juste penser réplication de Kinect. Alors ça peut être des choses, bien sûr, ça peut être des choses qui vont te servir dans ton téléphone ou pourquoi pas, même si on ne comprend pas l'intérêt d'une interface gestuelle face à un téléphone. On la comprend bien face à un Mac, par exemple. Mais en revanche, ça a un intérêt immédiat si tu l'intègres dans un téléviseur, parce que le téléviseur, au moins, on sait qu'il est toujours visible et toujours face à toi. Parce que chez moi, l'Apple TV, elle est quand même dans un petit truc, d'un meuble fermé, j'ai pas besoin de la voir. Et donc, bon, je sais pas ce que ça nous donne comme piste de développement pour les mois à venir. Je les vois pas intégrés. Alors, sauf à faire un accessoire. Ils aiment pas trop les accessoires chez Apple. Sauf si tu arrives à te les vendre très cher derrière. Pas les sauf s'il faut les vendre très cher. Et alors, j'avais pas fait d'objection tout à l'heure sur le boîtier Apple TV comme console de jeu, mais évidemment, ça posait la question du contrôleur. Et là encore, il faut que le contrôleur, évidemment, ça pourrait être un iPod, un iPhone ou un iPad. Il faudrait pas que ce soit que ça. Alors, parce qu'évidemment, là, du coup, il y aura un problème de promesse. Si on te dit, tu achètes une Apple TV pour faire du jeu, si par malheur, t'as pas d'appareil iOS, d'un coup, ça marche pas. Il faut pas oublier que l'Apple TV, il est Bluetooth ou Wi-Fi. On a vu arriver un programme de licence pour brancher des manettes Bluetooth ou Wi-Fi sur l'iPad et l'iPhone. Que c'est iOS qu'on retrouve dans l'Apple TV. Donc nous sommes donc sauvés. Pourquoi pas des télécommandes, voire des manettes à ce format-là. Une des rumeurs récurrentes, et là c'est encore une fois le site 9to5Mac qui l'avance, et là ce serait moins une surprise parce que c'est un vrai manque aujourd'hui dans l'Apple TV, le petit boîtier. Ce serait que l'Apple TV soit un mélange entre une AirPort Express et une bande Wi-Fi en clair, et un transmetteur multimédia. Il intégrerait un routeur qui permettrait d'étendre son réseau lorsqu'on veut installer tout simplement l'Apple TV dans une distance un peu éloignée de la box principale à la maison. C'est vrai que c'est un manque, surtout quand vous balancez des flux en HD. Il vaut mieux avoir une bonne connexion Internet, surtout un bon réseau Wi-Fi. Ça pourrait faire time capsule aussi. Ça, j'y crois. Et serveur d'impression. Oui, je ne crois pas. Une des choses dont on a beaucoup évoqué lorsque l'iPhone 4S est arrivé, souviens-toi, il y a 3 ans déjà, c'est l'arrivée de Siri dans une télé. On sait que la plupart des constructeurs de téléviseurs s'y sont aussi attaqués, avec nuance, on les salue. Alors concrètement, tu y crois, Siri, sur cette télé, sur l'Apple TV ? Il n'y a pas de doute sur le fait qu'Apple maîtrise plein de briques technologiques qui sont vachement intéressantes à mettre dans un boîtier ou dans une télé. On le voit parce que c'est des choses qui arrivent ailleurs, c'est quand même ça la tristesse. Et c'est aussi ça le problème d'Apple, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils auraient pu être moteurs, et où là aujourd'hui, si tout à coup Apple arrive avec une télé qui a une interface gestuelle et une interface vocale dans la télécommande, on va dire ah oui, c'est une Samsung série 9000. Et voilà, le problème c'est la Samsung série 9000. Par contre, Siri, c'est quand même peu importe ce que je veux
il y en a d'autres, ouais. mais ce n'est qu'un exemple. Le problème, c'est qu'Apple déteste être dans une position de suiveur. Il y a quand même une posture. Si Apple sort une télé aujourd'hui, il faut qu'elle soit exceptionnelle et il faut qu'elle soit au-dessus de ce que le reste du marché peut offrir. Et j'avoue que j'ai beau chercher dans tous les sens, je ne vois pas ce que ça peut être, à part le contenu. Et le contenu, on a déjà couvert, ça va pas être facile. Quand l'iPhone est sorti, enfin, avant que l'iPhone ne sorte, tu aurais pu imaginer un téléphone ou une tablette avec une fonction de multitouch, comme est arrivé à ce moment-là, par rapport à l'état de l'art du marché à ce moment-là? Bah oui, parce que moi j'avais déjà fait joujou avec du multitouch avant de voir un iPhone pour la première fois, donc évidemment. C'était Surface, pour pas le nommer. Mais... C'était le précurseur prototype de Surface. Ouais, mais enfin, tu l'imaginais sur un téléphone, ça, franchement? Ah bah c'était la première application qu'on disait. On disait, ah oui, enfin, regarde du touch. Et donc en clair, si Apple allait avancer une fonction qui tue, une killer app, on aurait déjà vu transpirer des choses dans des prototypes ou ailleurs. Non, pas forcément. Ou alors ils ont une idée géniale, mais je pense pas qu'ils ont la même idée géniale qu'ils ont eu il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? L'autre rumeur récurrente qu'on entend du côté de 9to5 Mac, c'est l'arrivée d'un tuner intégré dans ce boîtier multimédia. C'est vrai que pour regarder la télé, c'est plutôt pratique, voire pour enregistrer, mais il n'y a pas de disque dur, donc il faut voir. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Et puis, il y a un autre problème sur le tuner, c'est que ce ne serait pas un tuner, ce serait X tuner, parce que en fonction des régions, des pays, etc., etc. C'est un peu comme sur les puces mobiles, où finalement, tu t'aperçois que pour chaque grand téléphone, et même les iPhones, il y a quand même des versions qui sont régionalisées pour être adaptées. Il y aurait eu quelques prototypes qui auraient été construits comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une mal-compréhension dans la mesure où, en fait, il y aurait une possibilité de brancher l'Apple TV sur votre set-up box, votre box à ADSL, de sorte que vous pouvez la piloter via l'Apple TV, qu'elle réhabillerait le flux de votre box avec les menus d'Apple. Ça, c'est une voie qu'a exploré Google avec la Google TV. C'est surtout une voie qu'explore aujourd'hui Microsoft avec la Xbox One, qui réhabille le flux de ta cable box. On y croit un peu plus. Ah oui, on y croit carrément, pour rajouter une interface, pour intégrer la télé, quelle que soit la source de la télé, quelle que soit la box par laquelle tu la reçois, au milieu des autres services interactifs, et pour pouvoir dire Xbox TV, passer à la télé, Xbox tel jeu, etc., etc. Et là, pour le coup, contrôler l'expérience. Donc on rejoindrait ce qu'était la vision originale de Jobs. C'est beaucoup plus facile que de dire je vais faire la boîte qui va faire tout partout pour tous les pays. Ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que si enfin une télévision sort, hein, je le disais en préambule de cette émission, mais ce sera plutôt la conclusion ce soir, ce ne soit pas du tout une télé telle qu'on la conçoit aujourd'hui chez les constructeurs de téléviseurs, ce serait une télé 100% IP, sans tuner, uniquement connectée sur les services d'Apple, comme peut l'être aujourd'hui un iPhone branché exclusivement sur l'App Store. Je vais te dire la phrase préférée des fanboys, ça marchera jamais. On va voir, on va le parier ce soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça n'a pas d'intérêt. À ce moment-là, il faudrait en être l'opérateur. Enfin, ça pose tellement de questions. Le problème d'un téléviseur, c'est que c'est pas à toi qu'il faut le vendre. C'est d'abord au vendeur, à l'acheteur de chez Darty qu'il faut le vendre. Et si l'acheteur de chez Darty, il dit « Hein ? Pas brancher mon antenne. Hein ? Je comprends pas ?» regarde le temps qu'il a fallu pour que Sonos, par exemple, arrive à la Fnac et chez Darty. Sonos, c'est ce système de son multipièces, etc. Alors là, pour le coup, entièrement IP, qui fait tout, papa, maman, super. Oui, mais enfin, c'est pas aussi facile à comprendre qu'une docking station, tu vois. C'est pas, regarde, tu poses ton smartphone dessus et boum, tu as de la musique. Ouais. Voilà, il aura fallu du temps. Là, c'est pareil. Alors évidemment, quand tu t'appelles Apple, les choses sont un peu plus simples. Mais une télé que tu mets au salon, c'est d'abord pour regarder la télé, encore. Emmanuel, ton avis par rapport à cela, l'arrivée d'une télé 100% IP, en clair, redéfinir la télévision, non plus une télé qui reçoit des flux hertziens ou des flux satellites, voire via une box, mais qui se connecte, qui soit 100% IP. Tu veux dire un moniteur, quoi. Un moniteur, c'est ça. Avec un modem intégré. Non, moi, je reste assez dubitatif parce que non seulement il faut convaincre le vendeur de chez Darty, mais il faut aussi convaincre sa femme, tu sais. Parce que quand on met un téléviseur de salon... Mais non, mais quand on met un téléviseur le design, ça fait, a priori, Jonathan Ive. Exactement. Donc il faut déjà que la femme soit d'accord pour le genre de taille d'écran, le design. Elle a son mot à dire. Je pense que c'est même elle qui est quasiment décisionnaire là-dessus. Qui porte la culotte chez les paquettes, hein. Pas du tout. Je pense que c'est une généralité. Mais en l'occurrence, c'est le cas. C'est vrai. Bravo. Bah oui. Et donc, si en plus je lui dis que c'est une IPTV, là, je peux dire que je pense que non, ça sera pas possible. Ça. Tu les mettras dans la cuisine. Donc non, il faut quelque chose de. Puis c'est pas nécessairement très simple à expliquer, pas très simple à marketer, alors que généralement Apple c'est quand même sa force. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me paraît. Enfin, je peux me tromper, je me suis souvent trompé, donc qui me paraît optimiste. Très créatif.
Exactement. On sait qu'il y a énormément de développement autour du concept du second écran, d'ailleurs initié par l'émergence des tablettes et de l'iPad, hein, donc Apple y est un peu à l'origine, hein, même si c'est un peu accidentellement. Est-ce que là aussi il n'y a pas quelque chose à développer? Imaginez une télévision dans laquelle nativement elle vous enverrait déporter sur votre tablette ou sur votre iPhone toutes les informations liées au programme qui est diffusé sur votre tablette sans besoin de lancer une application quasiment par programme. C'est un peu ce qui se dessine aujourd'hui. Il y a une application pour le foot, une application pour la Formule 1, une application pour The Voice, une application pour la Nouvelle Star. À un moment donné, on s'en sort plus, quoi. Ouais, c'est plutôt les chaînes qui font leurs propres applications. Oui. Et effectivement, après, c'est vrai qu'il faut naviguer d'application de chaîne en application de chaîne pour avoir des contenus multimédia, pour pouvoir discuter autour d'un programme, ce qu'on appelle la social TV, hein, la social TV. Donc oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Mais si tu veux, on peut aller au-delà. On peut aussi imaginer pourquoi penser à un téléviseur. Peut-être que Apple fera jamais de télé. Peut-être qu'ils feront ce qu'il y aura après la télé. C'est vrai que dehors, tu sors. Non, mais aujourd'hui, tu vois, il y a des systèmes déjà aujourd'hui où on projette des images sur des murs d'eau ou sur des murs d'oxygène. Et là, ça répond totalement à tout ce qui est... c'est ça. L'Apple TV est un vidéoprojecteur. Non, mais tu vois, ça sera peut-être pas quand même que l'idée le coup d'après. N'oubliez pas que l'idée de l'expérience utilisateur chez Apple, ça doit être un truc simple et qui marche quand tu sors de la boîte. Si on te dit, alors fixe ce truc à ton mur, non, c'est pas possible. Et quand Cédric prend l'accent, c'est que ça l'énerve. Une piste, en tout cas, que pour l'instant Apple n'est pas prêt de sortir une télé, c'est qu'a priori, son principal concurrent, et qu'il marque à la culotte, à savoir Google, ne prépare pas de télé. Il y a eu déjà des expériences avec la Google TV, ça n'a pas forcément été un franc succès. Alors, on en parlait tout à l'heure, ils tentent autre chose. Ils ont présenté, lors de leur dernière conférence des développeurs, un nouveau système, c'est Chromecast. Oui, c'est même arrivé après, mais Chromecast, c'est une petite clé avec une prise HDMI que tu branches sur ton téléviseur. Assez minimaliste, c'est pas cher, c'est $35, et ça réplique les contenus que tu as dans ton navigateur Chrome. Et on envoie j'ai un film là-dedans, je l'envoie sur la télé en Wi-Fi. Voilà. En clair, c'est l'équivalent du AirPlay de l'Apple TV pour envoyer la vidéo de ton iPad sur la. En gros, ils ont voulu revenir à ce qu'est le plus petit commun dénominateur de ce que demandent les gens. En gros, c'est non mais moi je veux juste mon Netflix sur la télé, ou je veux juste ça sur la télé, ou je veux juste tel jeu, ou je veux juste partager mon Facebook sur l'écran, ou je veux juste pouvoir voir telle présentation ou tel document, etc. Et ils ont vraiment fait un truc absolu. Alors c'est simplet, hein. Mais par contre, ce que ça fait, ça le fait super bien. Ça le fait vachement bien. Ton avis, Emmanuel, sur le Chromecast? On a vu Google a beaucoup moins d'ambition. Au départ, la Google TV, c'était carrément, on va brancher la télé, on va rendre connectable toutes les télés du monde entier avec des claviers. Voilà, on sait que plusieurs grands constructeurs se sont cassés les dents sur ce terrain-là. Là, ils sont beaucoup plus modestes, hein, sur cette fois-ci avec le Chromecast. De toute façon, on voit très bien la stratégie de Google, c'est la même que dans la téléphonie mobile, hein, c'est-à-dire de pas nécessairement faire son propre téléphone, mais de s'allier aux constructeurs existants. Donc au départ, oui, ils ont essayé avec Motorola, cela dit, mais au départ, ils étaient avec HTC dans la téléphonie mobile. Là, ils ont fait la même chose, ils ont fait des tentatives avec LG et Samsung, ça s'est pas très bien passé, ça n'a pas duré longtemps. Mais là, je pense que le Chromecast, c'est surtout du lobby, c'est une manière de dire aux fabricants de télé, vaut mieux que vous signiez avec nous et on fait un téléviseur Google TV ou brandé Google TV plutôt que demain l'utilisateur achète Chromecast et le branche directement sur votre téléviseur et que vous n'ayez plus aucun contrôle. Je pense que c'est du lobby de Google pour pousser en fait des partenariats avec les constructeurs de téléviseurs en leur disant ça se fera sans vous ou avec vous. Vaut mieux que ça soit avec vous et on peut vous y aider, ou ça sera sans vous et les gens utiliseront une clé HDMI qu'on connectera directement sur le téléviseur. Donc je pense que c'est plus stratégique. Surtout que c'est vraiment génial, le Chromecast, c'est pas cher, ça fonctionne super bien. Il faut voir que sur des jeunes comme moi, mes fils qui ont 12 et 14. Ouais, mes fils qui ont 12 et 14, si tu veux, leur télé, ça s'appelle YouTube. Hein, ils n'ont qu'une seule chaîne actuellement. Je crois qu'ils ne regardent plus que ça. Et donc, tu mets la Chromecast sur la télé, ils balancent de leur tablette leur série Gundam japonais sous-titrée anglais comme ils veulent. Et voilà. Et c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, et ça vaut rien. Voilà, on aura une réponse très rapide d'ici quelques semaines. Si Apple ou pas va nous sortir une nouvelle génération d'un Apple TV, un nouveau boîtier, est-ce qu'ils vont changer le design, est-ce qu'il y aura une fonctionnalité, est-ce qu'elle se fera jeu vidéo, on a une réponse très vite. On souhaite en tout cas l'arrivée d'un App Store. On sait que l'App Store, enfin en tout cas les kits de développement existent puisque les chaînes qui proposent des services aujourd'hui ont besoin d'un kit de développement, hein, que ce soit Canal Play. On leur a demandé de participer à cette émission. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. C'est vrai qu'il doit y avoir des contrats de confidentialité assez SACOM. Voilà, mais donc voilà, il y a des solutions. On voudrait maintenant qu'elles se généralisent. On aura la réponse dans les prochaines semaines.
quant à la télé d'Apple, dès que tu as du nouveau, Cédric, tu me passes un coup de fil. Bien sûr. Tu viens nous dire tout de suite faire l'émission. Évidemment. Voilà, l'heure est venue de passer au coup de cœur. Allez, tout de suite les coups de cœur, on commence par Fanny. Oui, et écoute, je vais revenir avec mon Holoclip du Mobile World Congress parce que Holoclip, ils ont fait plein d'évolutions et entre autres donc, le Holoclip classique pour l'iPhone 5S et tous les autres modèles. Sauf qu'ils ont rajouté en plus, maintenant il y a en plus du fisheye, du grand angle, de la macro, il y a un macro x15 et un macro x10. Alors qu'avant il n'y avait qu'un seul mode macro. Et ils ont aussi lancé la version Gold, vachement important pour aller sur l'iPhone 5S Gold. Et ils ont lancé un téléobjectif et un spécial macro x7, x14, x21 qui est super chouette parce qu'ils ont prévu intelligemment un petit cache qui te met exactement à la bonne distance de ton truc macro et donc ta photo elle est nette nickel chrome. C'est génial. Et ça vaut les combien ? prix n'ont pas changé et voilà. Je continue à dire que c'est un petit gadget, mais que j'utilise régulièrement, même pour filmer des vidéos pour la télé. Je sais plus dans les 80 €, je crois. Quand même. Bien, merci Fanny. Emmanuel, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir comme coup de cœur ou coup de gueule ? Non, je voulais être un peu dans l'idée de l'émission, c'est-à-dire tout ce qui est séries télé à la demande. Donc, il y a une application que moi j'utilise un petit peu qui s'appelle TV Showtime. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisée. J'adore. Donc, elle permet d'enregistrer tous ses goûts en termes de séries télé pour savoir quand est-ce que le prochain épisode est diffusé, sur quelle chaîne, comment. Comme ça, si vous voulez le télécharger illégalement, vous savez quand est-ce que vous pouvez le télécharger, c'est-à-dire le lendemain de la diffusion aux États-Unis ou quelques heures après. Et vous pouvez même chatter, discuter avec vos copains autour de programmes que vous regardez ensemble. Donc, c'est une appli qui est pas mal fichue, enfin moi je trouve en tout cas, et qui est très très bien en complément de Netflix ou tout autre service de vidéo à la main. Et qui est une appli française. C'est français. Issue d'une petite start-up rencontrée il y a 1 ou 2 ans au camping à Paris. Puisque tu as pris la parole, vas-y, balance ton coup de cœur. Bon, je vais rester dans le sujet. Mon gros coup de cœur. On va parler d'Apple TV. Moi, mon Apple TV, elle me sert à plusieurs trucs, mais surtout à Netflix, disons-le. Alors aujourd'hui, vu que Netflix n'est pas lancé en France, pour avoir un compte Netflix, on rappelle comment il faut faire. Il faut avoir un pote qui a une American Express parce que celle-là n'est pas localisée. L'ouvrir en mettant une adresse plus ou moins bidon aux États-Unis avec le bon code postal. Enfin, c'est souvent un peu compliqué. Bon, bref. Mais une fois que vous avez un compte et que vous payez avec bonheur vos $8 par mois, évidemment, vous pouvez avec un VPN, mais tout ça est compliqué. Tout ça, le regarder sur votre Mac, votre PC, votre tablette ou votre Apple TV, c'était un peu compliqué. Il fallait en plus un compte VPN. Donc c'est genre, ah bon, il faut en plus payer $5 par mois. C'est quoi ton compte jusqu'à ce que unlocator.com, unlocator.com, et soudain t'es arrivé. Ce n'est pas un VPN. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à installer, surtout sur Apple TV, parce que l'Apple TV n'a pas de moteur de VPN. Tu vas juste dans les préférences réseau et tu changes le DNS. Tu mets une adresse DNS qu'on te donne et c'est fini. Tu n'as même pas besoin d'avoir un compte Unlocator pour que ça fonctionne sur ta Apple TV. Tu fais croire que tu vis à Cupertino. En gros, quand tu te connectes, il voit bien où tu es et où tu veux te connecter et il te fait passer par etc. Aujourd'hui, le service est gratuit. Peut-être que ça changera. Mais c'est la manière la plus simple, et alors ça marche, d'en faire pour utiliser Netflix, que ce soit d'ailleurs sur une Apple TV ou une PlayStation, par exemple. Bien. Tu parlais de l'usage que tu réservais à l'Apple TV. Moi, le principal usage que j'ai de l'Apple TV, c'est envoyer des vidéos en AirPlay jusqu'à ma télé via l'iPad lorsque je stocke des vidéos sur ce bel engin. Ça, c'est vrai que c'est une fonction très sympa. Il faut avoir un bon réseau Wi-Fi, notamment pour envoyer de la HD et pas être trop éloigné de la box. Et qui dit AirPlay, c'est aussi du son. C'est bien d'avoir une belle image et c'est important d'avoir du son. Alors voilà ce qu'on vous a apporté cette semaine. Regardez, c'est de toute beauté. Wow. C'est les dernières enceintes AirPlay de Scandina. Ça s'appelle SmallPod, c'est des enceintes AirPlay, ils sont très connus, ce design, vous les retrouvez très souvent dans les et ça magazines. Coûte 49 €. Non, presque. Tu rajoutes un 0, tu multiplies par 2, c'est bon. Ça coûte 1 000 €. Voilà. Donc regardez ça, un petit nuage, c'est très joli, c'est vraiment un très bel objet et le son est d'enfer. La configuration AirPlay, c'est souvent le talon d'Achille de ces enceintes sans fil, est souvent compliqué. Là, c'est très simple, vous avez juste à brancher sur le port USB derrière votre iPhone ou votre iPad à l'enceinte et elle propose de partager automatiquement le réseau Wi-Fi qui est connecté à votre iPhone ou iPad. C'est très simple, c'est rapide, ça marche bien. Le son est super. Le prix, par contre, est élevé, près de 700 €, mais le design ça vaut le Sonos.
Ça fait 2 Sonos, mais c'est aussi une alternative. Il n'y a pas que Sonos dans la vie. Bah si. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 160e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès dimanche sur LCI à 13h10. Quel est donc le programme de la prochaine émission ? Je vais réfléchir, parce qu'on l'a pas encore tourné pour tout dire. On a pris un petit peu d'avance pour enregistrer cette émission. On essaie de prendre un petit peu d'avance. Merci Cédric. Rendez-vous donc dimanche sur LCI à 13h10. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine sur On refait le Mac et très prochainement dès le mois de mars, à la fin du mois de mars, pour une Fanny's Party. Voilà, le 25 mars. Et puis, j'ai hâte que l'émission se termine parce que je voudrais aller voir mon épisode 13 de House of Cards, donc qui est une des productions vedettes de Netflix. Voilà. Et quant à notre ami Emmanuel Paquette, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Vous le retrouvez tous les jours, ou presque, chaque semaine dans l'hebdomadaire L'Express. Et sur son blog également, Emmanuel. Oui, il est un peu moins alimenté ces derniers temps. Il faut se bouger un petit peu. C'est Ticketnet, c'est hébergé sur l'express.fr. Voilà, Ticketnet. Mais il y aura des choses cette semaine, j'espère. Bon, on va donner du grain à mots. Tu reviens quant à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.